Alors, MOOC do Cook. Mais de quoi parlons-nous? Ma tasse a failli se renverser. Donc, Expresso du 28 juin 2013, pardon. Oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Donc, comme tu l'as dit, est-ce que les MOOC, tout le monde en parle? On a rajouté le mot souk parce qu'effectivement, je vais vous faire une présentation très basique, entre guillemets, hein, vraiment d'initiation à ce qu'on peut entendre par ces choses-là. Donc, un rapide historique. Donc, ça a commencé, alors pas les MOOC encore, mais ça a commencé aux États-Unis. Alors, c'est la littérature qui dit ça, mais il y aura le débat tout à l'heure pour savoir vraiment ce qui a commencé et ce qu'il en est. Mais on peut parler de précédents de MOOC en 2000 aux États-Unis, avec le MIT, qui avait commencé à mettre en ligne des cours qui étaient payants à certains de leurs élèves. Il y a eu alors je vais lire mes notes, il y a eu un élément qui s'est appelé All Learn pour Alliance Lifelong Learning, impliquant Yale, Oxford, Stanford. Et donc c'est à peu près au même moment que ça a débuté, où là, on avait tout simplement des cours en ligne. On a eu le MIT Consortium juste après. Donc on voit que c'est quand même relativement vieux, puisqu'on peut parler de l'historique des MOOC et on remonte déjà à 13 ans. D'accord ? Donc aux États-Unis, des cours en ligne, une première expérimentation payante pour le coup. On va directement aller en 2008. En 2008, on a eu la première fois qu'on a parlé des MOOC, c'était en 2008, avec une personne qui s'appelait George Siemens. C'est un prof américain d'origine allemande qui a fait son premier cours pour 25 personnes. Mais la particularité, c'est qu'il l'a ouvert à d'autres sur Internet. Et il y a eu 1500 personnes qui sont venues se connecter et qui ont suivi le cours. Donc c'était un cours pour 16 étudiants à lui, 25 personnes, mais qui a pu être suivi par d'autres personnes, 1500 à l'extérieur. Donc les MOOC sont vraiment, ont démarré vraiment en 2011, hein, même si on peut faire l'historique. 2008, le début des MOOC, c'est vraiment en 2011 que ça a explosé. Et donc c'est aux États-Unis qu'on a vu apparaître des cours, alors qu'on a appelé MOOC. Donc MOOC, ça veut dire quoi? Massif. Alors le massif de MOOC, ça veut dire que c'est ouvert à un grand nombre de personnes. C'est sur Internet. Et puis, n'importe qui peut se connecter. Il n'y a pas de restriction, logiquement, d'âge, de sexe, de niveau d'études. D'accord ? On n'a pas besoin d'appartenir à une université pour se connecter. Il suffit d'aller sur Internet, de se connecter, de s'inscrire. Et on peut suivre le MOOC. Massif, puisque les MOOC, aux États-Unis toujours, qui ont eu le plus de participants, ce sont les MOOC. Enfin, ils ont réuni 180 000, alors on parle même de 230 000, il y a deux chiffres, 180 000 à 230 000 personnes. Donc c'est vraiment énorme en termes de participation. D'accord ? On lancera le débat tout à l'heure sur la partie critique, pour savoir effectivement si on parle d'inscription, si on parle de participation du début jusqu'à la fin. Un MOOC, c'est en général un cours qui va de 3-4 semaines à une dizaine de semaines. Ça, c'est ce qu'on peut voir, et c'est la majorité. Ce n'est pas un cours de 2 heures. On verra d'ailleurs que le mot MOOC est utilisé à toutes les sauces. C'est pour ça que je parlais de souk tout à l'heure. Et on trouve maintenant des MOOC qui sont en fait des cours en ligne de 2 heures. Or, on ne peut pas vraiment parler de MOOC pour des cours en ligne de 2 heures. C'est vraiment des choses qui vont entre 3-4 à une dizaine de semaines. Donc massif, beaucoup de personnes. Le Open, alors le Open, il vient de, je reprends mes notes aussi, de Open Registration. Donc c'est ouvert à tout le monde, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas besoin d'appartenir à une université. Il y a eu des expérimentations qui ont été faites dans l'historique que je vous ai montré tout à l'heure, avant 2008, où justement, on n'avait pas cette notion d'open parce qu'il fallait absolument être enregistré dans une université pour pouvoir suivre le cours. Alors, c'était partagé entre plusieurs universités américaines. On ne peut pas parler vraiment de MOOC pour le coup. On parle de MOOC, donc on enlève un O, puisque, effectivement, ce n'est pas ouvert à tout le monde.
Le online, bah, vous l'avez compris, c'est sur Internet. Donc on parlait d'ouverture tout à l'heure, à l'instant, et donc je disais que c'était ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde et c'est sur Internet. Donc déjà, on lancera le débat tout à l'heure, mais on voit que le ouvert à tout le monde, il est éventuellement restrictif parce qu'il faut quand même connaître Internet, il faut connaître un minimum d'éléments pour se connecter à un MOOC, il faut avoir un PC, il faut avoir une connexion Internet, etc. etc. Donc, je ne sais pas si toute la population qu'on a à l'école peut d'emblée comme ça suivre un MOOC. Et ce sont des cours. Alors la notion de cours dans la définition, c'est ce qu'il y a de plus flou. D'accord ? Qu'est-ce qu'on appelle courses? Qu'est-ce qu'on appelle un cours? Un programme, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est vraiment des cours, on parle de 2 heures, on appelle ça MOOC. Est-ce que c'est un vrai cours de contenu? Est-ce que c'est vraiment une formation telle qu'on l'entend à l'école, une formation professionnalisante, où on va aller évaluer les compétences acquises sur le terrain en situation de métier? Bon, très sincèrement, on n'en est pas là hein, pour les MOOC. Alors justement, il y a différents types de MOOC. Les plus connus, ce sont les XMOOC. Le X, on ne sait pas trop d'où ça vient, il n'y a pas de signification. Logiquement, ça viendrait de edX. Donc ça, c'est une plateforme américaine qui permet d'accéder à des MOOC. Donc en gros, il faut savoir que les MOOC sont réunis sur des plateformes communes. On pourrait imaginer un MOOC EHESP sur la plateforme EHESP, un MOOC américain sur la plateforme de Chapel Hills, par exemple. Ce n'est pas vraiment le cas. Les MOOC sont centralisés sur des plateformes. Et on a 2 plateformes ou 3 plateformes, on en a surtout 2 aux États-Unis qui sont très connues. C'est edX, EDX. Bien sûr, vous aurez toutes les références sur le site Internet. Et il y en a une autre qui s'appelle Coursera. D'accord ? C'est la plus connue. Les XMOOC, c'est principalement de la diffusion de contenu. Donc on est vraiment, quand on analyse ce que c'est que le XMOOC, c'est vraiment quelque chose de descendant, où on a un enseignant ou des enseignants qui font leurs cours. Le média principal utilisé, c'est la vidéo. Ce n'est pas vrai à 100%, je caricature un peu, mais on a des vidéos sur Internet, on a un prof qui parle, et puis on a des élèves. Alors d'accord, ils sont 100 000, ils ne sont pas tous 100 000, hein, mais ils sont de 2 000 à 300 000. J'exagère maintenant, mais à suivre ce que dit le prof. Donc on est vraiment dans la transmission de contenu basique, classique, descendante. Je caricature encore une fois, hein, on pourra lancer le débat tout à l'heure et je vous en dirai peut-être un peu plus. On a l'autre tendance, ce sont les CMOOC. C pour constructiviste. Alors là, on est dans un modèle différent où l'enseignant, on ne sait même pas si on va parler d'enseignant, d'animateur, de personne qui va assister les élèves, on ne sait pas si on peut parler d'élèves, en tout cas les personnes qui suivent le CMOOC à l'autre bout de l'ordinateur, où là on a une approche différente sur la co-construction de contenu, où on a une ouverture complète sur le parcours et le choix de navigation dans le parcours. Donc je suis un élève, j'ai à ma disposition des ressources, mais je peux accéder aux ressources dans l'ordre que je veux. Donc on est vraiment dans quelque chose de non linéaire. Je vais co-construire les parcours. On a cet aspect communauté. Le C pourrait être vu aussi comme communauté, où ces 50 000 personnes, 100 000 personnes vont échanger sur le contenu, pour le coup, vont échanger sur le contenu et vont, au travers d'outils, les forums, etc., vont aller construire leur propre connaissance. Pareil, les mots sont à prendre avec des pincettes, mais et construire leur propre connaissance en fonction de ce qu'ils vont aller chercher à droite et à gauche. C'est un petit peu ça l'esprit. On pourrait aller plus loin dans, alors pas les évaluations, mais dans certaines études de cas qui sont faites à plusieurs et qui sont évaluées par les pairs. Donc c'est-à-dire que vous faites une étude de cas et votre collègue va noter votre étude de cas. Donc on est vraiment dans cet esprit-là. Je ne vais pas en dire plus pour l'instant, mais c'est l'idée. Alors, les DOOC et les COOC. Donc Arnold, c'est Arnold qui est à l'initiative du titre. Donc j'avoue que je ne suis pas très à l'aise sur DOOC et COOC. Si vous allez sur Internet, vous tapez DOOC et COOC, vous n'avez pas grand-chose. Mais on voit bien qu'il y a une nouvelle forme émergente qui arrive, c'est relativement récent, où on vient remplacer la lettre par une autre. On voit bien que ça remplace le massif. Ça, c'est intéressant. On pourra en parler tout à l'heure. Est-ce qu'on doit systématiquement aller dans le massif? Est-ce que la quantité fait la qualité, etc. etc. Mais là, on a d'autres formes d'appellation. J'insiste seulement sur un point.
Je parlais de souk encore tout à l'heure, c'était volontaire, parce que on s'aperçoit que chacun veut créer sa propre marque, et que déjà les XMOOC arrivent des États-Unis. On se dit, mais est-ce qu'on ne peut pas trouver une forme alternative? Pourquoi on va copier les États-Unis sur XMOOC? Et donc, dans tous les sens, on va voir des Dook, des Cook, des Book. Ah, non, ça c'est les livres, et les livres, ça existe déjà depuis longtemps. Les Souk, etc., etc. Donc on voit bien que, et je l'évoquerai tout à l'heure, on a quand même une espèce de marque, d'aspect commercial très fort derrière cette idée-là. Mais ça, on y reviendra. Alors, ma diapo est un peu chargée, mais très rapidement, les techniques d'hébergement. Pour créer un MOOC, on a besoin d'héberger son contenu sur une plateforme. D'accord ? La plateforme de l'école, c'est Real. Là, on est sur des plateformes dimensionnées complètement différemment, puisqu'on est sur des plateformes qui peuvent accueillir énormément de monde et et qui peuvent accueillir plusieurs cours. Je vous ai évoqué le fait que les plateformes ont centralisé, ont concentré les MOOC sur des plateformes communes. Donc aux États-Unis, c'est Coursera la plus connue. Il y en a même parmi vous qui sont déjà inscrits dans des MOOC Coursera. On vient de me le dire. On a une autre plateforme qui s'appelle Audacity, etc. Ce sont des plateformes orientées privées. Alors, on va l'aborder tout de suite. Coursera, logiquement, je veux créer un MOOC à l'EHESP. Tiens, Réal n'est peut-être pas fait pour supporter 100 000 personnes. Comme j'attends 100 000 personnes sur mon cours lié à la santé publique, mon MOOC sur la santé publique, je m'adresse à Coursera pour demander à Coursera si je ne peux pas aller déposer mes éléments et se servir de leur plateforme. Ce n'est pas simplement un dépôt de contenu. Hein. On est vraiment sur les forums, etc. Bénéficier vraiment de toute leur infrastructure. Et donc, je frappe à la porte de Coursera et je leur demande si je ne peux pas créer mon MOOC chez eux. En théorie, c'est comme ça que ça se passe. En pratique, un des premiers MOOC français a eu lieu au printemps. On a Johan de l'équipe qui n'est pas là aujourd'hui, qui est en vacances, mais Johan Boardi, qui remplace Solène Morin, si vous ne l'avez pas encore croisé, qui a suivi ce MOOC-là. C'était un MOOC Centrale Lille, organisé par Centrale Lille sur la gestion de projet. Alors c'est exactement ce qu'ont fait Centrale Lille, pour suivre mon exemple. Ils ont été voir Coursera, ils ont dit, ben voilà, vous avez déjà une notoriété, vous êtes hyper connu, donc en termes d'affichage, je préfère que mon MOOC gestion de projet soit sur votre site, plutôt que sur mon site Centrale Lille. Et là, Coursera a dit non. En fait, on s'aperçoit que Coursera fait une sélection. Alors, ils ont dit non, ils n'ont pas dit non. Ils ont dit, mais Centrale Lille, Lille, c'est où déjà? Je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être une île lointaine, sans doute. Non, non, c'est Lille dans le nord. Ce n'est pas suffisamment connu pour nous. Est-ce que ça ne peut pas déjà être Centrale Paris? Et même Centrale Paris, on n'en veut pas. En fait, Coursera cible dans chaque pays. Alors, hormis les États-Unis, il y a plusieurs universités, il y a beaucoup d'universités aux États-Unis, mais dans chaque pays, notamment européen, les 4-5 plus prestigieuses écoles, et elles seules ont le droit d'inscrire leur MOOC sur Coursera. En France, il n'y a guère que Polytechnique, je crois, qui est sur Coursera, pour le moment. Alors, donc on voit bien que déjà, on reparle d'aspect open, c'était pour l'accès des élèves aux cours, mais rien que pour organiser des cours, si on veut bénéficier de ces plateformes, c'est relativement compliqué. On voit bien que c'est relativement élitiste, entre guillemets, ou en tout cas, c'est chasse gardée. On reviendra sur cette notion-là tout à l'heure aussi dans le modèle économique. On a d'autres alternatives, c'est ce qu'a utilisé Lille. Ils ont utilisé une autre plateforme qui s'appelle Canvas. Et là, typiquement, ils n'ont pas cette notoriété qu'a Coursera, mais ils ont trouvé un système qui permet, sans avoir de plateforme chez eux, de pouvoir créer un MOOC. D'accord ? Alors, il existe d'autres alternatives. Il existe des plateformes libres qui sont en construction. D'accord ? Donc, Google, bien évidemment, est en train d'en créer une. Et en France, se pose la question de savoir si on doit créer un espèce de Coursera français, du coup, qui accepterait le HESP Centrale Lille. Ou est-ce qu'on doit faire des plateformes par presse? Ça a été la réflexion de l'UEB, par exemple. Il dit, tiens, est-ce qu'on ne peut pas faire une plateforme UEB? Il faut savoir que le premier MOOC français a eu lieu l'année dernière, ITIPA, Internet pour tout y apprendre, c'est ça l'analogie. Donc ça a été fait par le Télécom Brest. Et typiquement, Télécom Brest a fait ça sur leur plateforme, on va dire. Et c'est eux qui ont amené la réflexion en disant, mais si on devait faire un deuxième MOOC, et c'est ce qui va se faire là, puisqu'ils lancent un deuxième MOOC,
Est-ce qu'on ne peut pas créer une plateforme UEB? Bon, c'est un exemple. On pourrait imaginer une plateforme thématique. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une plateforme santé, une plateforme médecine, une plateforme, etc., etc. Donc pour l'instant, vous voyez bien que pour créer un MOOC, où les MOOC existants sont centrés ou centralisés sur des plateformes soit élitistes, soit accessibles mais moins connues, mais on n'a pas vraiment encore en France de plateforme dédiée à ça. Alors je ne voulais pas le dire maintenant, mais puisqu'on est sur cette diapo-là, vous savez ou vous ne savez pas, mais il y a un projet de MOOC en santé publique qui est lancé par le Presse Parisien, notamment Descartes, on va dire, par un certain Antoine Flahault. Et s'est posé la question pour ce MOOC-là. Donc, la réflexion à l'école, et c'est pour ça qu'on a fait l'expresso aujourd'hui là-dessus, la réflexion à l'école, et notamment par l'arrivée de Laurent Chambaud, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là aujourd'hui avec nous, c'est de dire, mais il y a un MOOC en santé publique, est-ce qu'on va avoir des enseignants de chez nous qui vont être sollicités pour participer en tant que créateurs de contenu, enseignants, etc. Auquel cas, comment on réagit, qu'est-ce que c'est qu'un MOOC, etc., etc. Donc, s'est posé la question pour ce MOOC-là du contenu, et s'est posé la question du contenant pardon, et de la plateforme qui va accueillir ce MOOC. Et donc, il y a une plateforme qui est en train d'être créée, qui s'appelle Claire, mais qui devait sortir en septembre, ce n'est pas le cas. Et donc, Claire, c'est une plateforme qui serait la plateforme française, pas forcément santé publique, mais qui serait une des plateformes françaises qui pourrait accueillir les MOOC. Voilà. Donc, pour aller un peu plus loin, on pourrait imaginer que les MOOC avec les plateformes classiques, Moodle, donc Notre-Réal, c'est Moodle, pourraient accueillir les MOOC. Il y a des adaptations qui sont en train d'être faites sur ces plateformes-là pour accueillir les MOOC. Parce qu'une plateforme, c'est quoi finalement? C'est un site internet. Quand on regarde Coursera, etc., c'est principalement du dépôt de documents, de l'accès à des vidéos en ligne, et on a des outils qui sont, pour pouvoir parler ensemble, qui sont le forum, qui sont ce genre d'outils, des glossaires interactifs, etc. Si on regarde bien Réal, dans Réal, on a cette histoire de forum. On a tout un tas d'outils qui permettent de... Merci Arnold, qui permettent de faire ça. D'accord? Donc, se pose la question de savoir si on ne peut pas utiliser notre plateforme. Alors, la question des modèles économiques. Ouais. Hormis la question pédagogique, j'y reviendrai tout à l'heure, mais le modèle économique reste à construire. C'est la grosse question actuellement. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. On a des plateformes qui sont à créer, on a des enseignants qui vont y participer, mais qui paye tout ça? Donc, quel est le retour sur investissement? Alors, la positive, et vous pouvez la lire, mais on parle de gratuité pour les participants. C'est plus du MOOC autrement. C'est pour ça que vient maintenant une autre notion qui ne serait pas du MOOC, mais qui serait payant. On parle de certification payante. À Lille, ce qu'ils ont fait par exemple, alors c'est pas vrai, pardon, c'est pas Lille, mais d'autres ont rendu l'accès gratuit pour garder l'appellation MOOC. Mais si vous suivez le MOOC et si vous obtenez au bout de votre formation, entre guillemets, vous obtenez une certification qui, elle, est payante. C'est quelques euros, c'est une centaine d'euros, mais multiplié par 160 000, ça peut être une piste pour apporter de l'argent. À Lille, ils ont eu 3 500 personnes. Donc ce n'est pas ça qui a rentabilisé éventuellement leur MOOC. Rendre les cours partiellement payants. Bah oui, ça serait la solution. Ça serait de rendre les cours payants, mais on n'est plus dans cet esprit MOOC. Vendre des services complémentaires, accès à la bibliothèque, tutorat payant. Donc l'accès est gratuit, mais finalement... ben, oui, vous avez accès à pas grand-chose et tous les à côté sont payants. Mais pourquoi pas? Les cours sont sponsorisés par des entreprises tierces. Ah oui, on pourrait faire à l'école un cours santé publique sponsorisé par le laboratoire, etc. Sanofi, par exemple. La vente de données étudiantes aux futurs employeurs. Ben, si vous suivez l'actualité en ce moment, on a Que Choisir notamment qui souhaite éventuellement porter plainte contre Twitter et Facebook parce que la principale rentabilité de ces réseaux sociaux, c'est la vente de vos données à l'extérieur. Là, on évoque la même chose. Donc imaginez, vous vous connectez à un MOOC, vous vous inscrivez, vous remplissez tout un tas d'éléments sur votre profil, vous suivez le parcours, donc on a une idée de votre niveau, en tout cas pour ce MOOC-là, et toutes ces données-là, on les vend. Alors on les vend à qui? Là, en l'occurrence, à des futurs employeurs. Donc là, on va déceler quels sont les premiers de la classe, et puis en fonction du profil des premiers de la classe, on va revendre ces informations-là à de futurs employeurs. Donc c'est ce qui est profilé actuellement. Je n'ai pas parlé de l'expérience tout à l'heure. En 2002, il y a eu une première expérience, je vous dis, dans l'historique, qui a capoté en 2006 parce qu'ils étaient en déficit de 700 000 $. Donc,
C'est l'exemple de Yale, Oxford, Stanford. Tout ça parce que, justement, le modèle économique n'a pas été trouvé. On a accueilli plein de personnes. On a dû créer alors, ce n'était pas des MOOC en cela, mais des cours en ligne, gratuits. Ça ne fonctionnait pas. Donc, tout reste à faire en termes de modèle économique. Alors, j'évoque même pas dans les modèles économiques le fait que si on ouvre un MOOC sur le PMSI à l'école, on ne vendra plus le certificat du PMSI en formation continue. Forcément. Alors, les équipements techniques, je vous en ai parlé, hein, c'est les plateformes, donc je vais passer très rapidement dessus. Les MOOC à venir, on a plusieurs MOOC qui vont arriver. On a un MOOC sur l'apprentissage du numérique, sur les enseignants-chercheurs, sur la santé publique. C'est celui que je viens de vous évoquer. On veut laisser la place au débat, donc j'en ai quasiment fini. Voilà. Je pourrais aller plus loin dans l'explication si vous avez des questions. On a très peu de temps, donc je vais arrêter là ma courte présentation. J'espère que ça a pu vous éclairer.